Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de regarder RTI 1. Tout de suite, on développe le titre de cette édition. Faire de la Côte d'Ivoire un carrefour international de l'audiovisuel, c'est l'objectif affiché des organisateurs du SICA, le Salon international de l'audiovisuel d'Abidjan. La rencontre qui se tiendra sur 72 heures va rassembler près de 250 professionnels venus du monde entier. Les débats vont porter sur la diversité, l'innovation et le financement du secteur. Immersion ce soir de la rédaction de RTI 1 dans l'univers du maquillage professionnel. La pratique jadis dévolue uniquement aux femmes est aujourd'hui l'apanage de certains hommes. Une jante masculine qui, grâce à la magie de son pinceau, vous dessine une beauté à vous ravir. Et puis nous irons aux États-Unis pour suivre le vote des Américains. Qui sera le nouveau président ou encore le successeur de Joe Biden? Le résultat du vote des électeurs démocrates et républicains sera connu dans quelques heures dans un Super Tuesday, suivi par notre envoyé spécial à Washington, Michel Dugré. Voilà pour les titres et c'est parti pour la deuxième édition du SICA, le Salon international du contenu audiovisuel d'Abidjan. C'est le Premier ministre Robert Begré-Mambé qui a donné le top départ ce matin. Innovation, diversité et financement dans le secteur audiovisuel, c'est le thème de l'édition 2024. Le Premier ministre a encouragé les participants à saisir les opportunités offertes par le SICA pour améliorer la qualité des productions audiovisuelles. On retrouve les précisions de Didier Nguessan. Des réalisateurs, des maisons de production et des chaînes de télévision prennent part au deuxième Salon international de contenu audiovisuel SICA 2024. Séries télévisées, films institutionnels ou doublage de films, l'offre est alléchante. RTI Distribution vient d'abord sur ce marché à la recherche d'opportunités, de nouveaux contenus. Ensuite, effectivement, trouver les mécanismes qui permettent de faciliter ce type d'acquisition. Nous avons aujourd'hui l'IA et tout ça qui arrive. C'est un gros marché qu'on doit pouvoir maintenir ici chez nous. Qu'il soit diffusé sur le petit écran ou le grand écran, toute production audiovisuelle a un préalable, le financement, auquel le SICA veut apporter des solutions pour faire de la Côte d'Ivoire le carrefour de l'audiovisuel africain. L'innovation et la diversité ne peuvent prospérer sans un financement adéquat. Il nous faut renforcer notre engagement à soutenir les créateurs et les producteurs en leur donnant accès aux ressources nécessaires pour réaliser leurs projets. Nous devons encourager la collaboration publique-privée et explorer de nouveaux modèles de financement pour que chaque voix puisse être entendue et que chaque récit offert à l'humanité dans un partage altruiste soit perçu comme une contribution de l'Afrique pour rendre le monde meilleur. Le potentiel d'employabilité de l'industrie audiovisuelle sur le continent est énorme, notamment avec les outils numériques, selon le Premier ministre Robert Begré-Mambé. Comme l'atteste le rapport 2021 de l'UNESCO, le secteur de l'audiovisuel emploie environ 5 millions de personnes en Afrique et contribue à hauteur de 5 milliards de dollars au PIB du continent africain. Il pourrait potentiellement créer 20 millions d'emplois et ajouter 20 milliards de dollars au PIB africain si son exploitation est judicieusement conduite. Le gouvernement s'est engagé à aller plus loin dans le développement du secteur de l'audiovisuel, en capitalisant sur notre ouverture et l'attractivité dont bénéficie notre pays ces dernières années. Plusieurs pays, dont l'Afrique du Sud, l'Ouganda, la France, les États-Unis et le Canada, participent au SICA 2024 qui promeut un narratif africain. On poursuit avec les activités du Premier ministre qui a visité ce mardi plusieurs chantiers d'infrastructures routières. Au pas de course, Robert Begré-Mambé est allé voir de près les chantiers des échangeurs Aquaba, celui de Koumassi, de l'école de police, du Carrefour 9 kg, de la Palmeraie et de Faya. Des chantiers qui avancent bien et qui devraient être livrés en 2025 selon le chef du gouvernement. On fait le point de la visite de terrain avec Jean-Luc Mangbo. Première étape de la tournée, le carrefour Aquaba, où l'échangeur en cours de construction affiche déjà un taux d'achèvement de 85% à fin octobre. Cet ouvrage est inscrit dans le cadre du projet d'appui à la compétitivité du Grand Abidjan
Pakoga. Son coût, plus de 30 milliards de francs CFA. Le Premier ministre s'est également rendu au Grand Carrefour de Koumassi. Ici, l'échangeur financé par le Millennium Challenge Corporation a atteint un taux d'exécution de 43%. Un projet de plus de 17 milliards de francs CFA dont l'achèvement est prévu en août 2025. Autre arrêt clé, le chantier des 3 échangeurs du boulevard Germain Kofi Gado, anciennement boulevard Mitterrand, lancé en juin 2023 pour un montant dépassant 75 milliards de francs CFA. Ce projet est l'un des fruits du partenariat avec le Japon. À la fin de sa visite, le Premier ministre a souligné l'importance de doter Abidjan de telles infrastructures pour fluidifier la circulation et attirer davantage d'investissements. La seule préoccupation du président, c'est d'offrir des infrastructures parce que la force d'un pays, la bonne santé d'une économie repose aussi essentiellement sur la qualité des infrastructures qui donnent des perspectives d'investissement aux entreprises. S'il n'y a pas de bonnes infrastructures, les entreprises ne viennent pas. Cette visite a été également l'occasion pour le Premier ministre de rappeler la nécessité d'adapter la formation des jeunes Ivoiriens. Et nous voulons demander aux jeunes Ivoiriens aussi de voir qu'avec les grands chantiers ouverts par le président de la République, les opportunités d'emploi sont énormes. Par conséquent, il y a lieu de se les approprier, de sorte à ce que ce pays soit fondé sur des compétences avérées, de sorte à ce qu'on s'approprie le développement de notre pays avec la présence des investisseurs étrangers. Il faut qu'ils trouvent en place des jeunes Ivoiriens bien formés, sérieux et qui acceptent de se concentrer essentiellement sur la formation parce que la différence, c'est la qualité de notre production. Le Premier ministre a notamment salué la patience des populations face aux désagréments occasionnés par les travaux, assurant que ces infrastructures amélioreront durablement la mobilité dans la capitale économique. On reste dans le ton de l'actualité avec le président de la Cour des comptes qui était à l'hémicycle ce mardi. Au député Kanvali Diomandé a présenté le rapport 2023 du contrôle de la gestion des finances publiques. Le document porte sur l'exécution de la loi de finances 2023, l'audit des performances des programmes et la déclaration générale sur les comptes comptables publics. Il ressort en revanche la non-exécution de certaines activités par certains ministères. L'éclairage de Moussa Konaté. Face aux députés, le président de la Cour des comptes présente le rapport 2023 sur le contrôle de la gestion des finances publiques. On a demandé pourquoi il y a le non-remboursement de dettes par les entreprises ayant bénéficié des prêts rétrocédés et les insuffisances d'informations sur ces prêts rétrocédés. Les remboursements ne sont pas à la hauteur de ce qui était prévu. Pour tout ça, on a eu des réponses et ces réponses sont dans le rapport. Donc sur la base de nos contrôles et au vu des réponses que le gouvernement nous a données, nous avons estimé que le gouvernement méritait d'avoir notre quitus. Nous avons donné le quitus au gouvernement. Le rapport concerne l'exécution du budget 2023, la déclaration générale de conformité et l'audit des performances. Une présentation dont se félicitent les députés. Les indicateurs de performance qui sont annoncés par le gouvernement, qui à l'arrivée ne sont plus les mêmes. Des programmes qui sont annoncés, qui à l'arrivée n'ont plus le même intitulé. Toutes les faiblesses ont été clairement mises en évidence par la Cour des comptes. Et le président de la Cour des comptes a joué son rôle. Nous nous sommes aperçus que des points clés qu'on n'aurait pas soupçonnés ont été exposés. Par exemple, que certains ministères ne parviennent pas à réaliser des performances qu'ils ont promis et pour lesquelles l'Assemblée a voté des budgets. Il nous l'a dit, il ne l'a pas caché. Le rapport de la Cour des comptes est un outil précieux pour le Parlement. Conformément à la loi, la Cour des comptes vient présenter son travail devant le Parlement. La Cour des comptes, fidèle donc à ses engagements de juge des finances, le président de l'Assemblée nationale traduit ses encouragements à l'institution. La création de cette Cour des comptes en 2016 par le président de la République nous montre clairement que la mise en œuvre de cette Cour des comptes est une avancée majeure pour la Côte d'Ivoire. Adama Bictogo annonce également une séance de formation des députés sur le fonctionnement de la Cour des comptes ainsi que ses méthodes de travail.
Et nous prenons la direction de Yamoussoukro. Il s'est tenu ce mardi une séance plénière de délibération sur 3 projets de loi au Sénat. La séance a été présidée par Mme Kandia Camara avec des réflexions sur des textes régissant les secteurs de la santé et des transports. On en parle avec Kader Sogodogo. Après leur adoption en commission, 3 projets de loi sont débattus en plénière au Sénat. Ils ont trait à la déontologie et à l'exercice des professions infirmières, sages-femmes et maïoniciens, et à une modification de loi sur l'orientation du transport intérieur. La séance est présidée par Kandia Kamisoko Kamara. Chaque projet de loi est épluché, article par article. Les commissions, ayant reçu les émissaires du président de la République, répondent également aux questions des autres sénateurs. Une séance qui permet également à la présidente du Sénat de revenir sur ce qui fera l'actualité parlementaire dès la semaine prochaine, le forum de la diaspora. Ce forum, qui réunira plusieurs centaines de participants, sera l'occasion de réfléchir sur toutes les questions en lien avec l'apport de la diaspora au développement économique et social de notre pays, la Côte d'Ivoire. La diaspora constitue en effet une richesse inestimable pour notre pays. Le Sénat entend demeurer à ses côtés et œuvrer activement à la mise en place de mécanismes de soutien et de stratégies en vue d'accroître sa contribution à la construction d'une Côte d'Ivoire unie, solidaire et prospère. Pour ce qui est des 3 projets de loi soumis en plénière, ils ont été adoptés à l'unanimité. Je vous le disais en ouverture d'édition, c'est une date qui fera tache d'huile dans l'histoire des États-Unis d'Amérique. Ce mardi 5 novembre, les Américains sont aux urnes pour élire le successeur de Joe Biden. À la question de savoir qui sera le prochain locataire de la Maison-Blanche, notre envoyé spécial à Washington a sillonné quelques centres de vote. On regarde le reportage de Michel Digré. Les électeurs de Maryland ce mardi matin sont aux urnes pour traduire en acte leur volonté d'installer leur candidat à la Maison-Blanche. Qu'ils soient démocrates ou républicains, l'enjeu reste le même, le respect du verdict des urnes. J'espère que tout le monde aura l'occasion d'exprimer son vote et que nous aurons des résultats qui reflètent la réalité et la direction que nous voulons prendre pour les 4 prochaines années. Si vous haussez les épaules et laissez les autres prendre les choses en main, vous n'aurez rien. Voilà pourquoi il faut aller voter pour opérer des changements. Si certains électeurs sont anxieux, c'est parce que selon les sondages, Kamala Harris et Donald Trump sont au coude à coude. Le spectre de la contestation entre les esprits. Je pense que les institutions sont fortes, quoi qu'il arrive, et quel que soit le vainqueur des élections, le résultat va refléter le choix du peuple. Respecte le choix du peuple pour ne pas revivre les protestations de 2020. C'est également le vœu de Walla Blegay, conseillère municipale à Maryland. L'ancien président Donald Trump avait poussé ses militants à aller contre les résultats des urnes. Il sera beaucoup plus difficile aujourd'hui de les convaincre à le faire. Je pense que le peuple veut la paix. Si certains États sont clairement démocrates ou républicains, d'autres peuvent basculer d'un côté ou de l'autre. L'issue du scrutin va se jouer dans ces 7 États dont les résultats décideront du sort des 2 candidats. Et ici en Côte d'Ivoire, à quelques jours de la fin de la révision de la liste électorale, les partis politiques continuent d'appeler à la mobilisation. Samedi dernier, le coordonnateur régional du RHDP pour la commune de Marcory a rencontré les femmes de son parti. Laurent Tchagba vise au moins 5000 nouvelles souscriptions au fichier électoral. Le reportage de Julien Gogo, Kéré Adama et Moussa Konaté. Révision de la liste électorale. Laurent Tchagba met les femmes de Marcory en mission. Je me suis fait enrôler. J'invite toutes mes camarades à se faire enrôler. C'est une très grande responsabilité et je peux pouvoir compter sur l'adhésion de toutes les femmes afin qu'on travaille main dans la main pour que le parti se porte très bien à Marcory. Une motivation de l'ensemble des femmes bien accueillies par le coordonnateur RHDP de Marcory. Une rencontre exceptionnelle. Nous sommes dans l'élan de l'opération de l'enrôlement. L'élection de demain, ça se prépare aujourd'hui. C'est cette rencontre que nous avons faite pour pouvoir les sensibiliser, pour qu'elles puissent continuer à travailler sur le terrain et participer effectivement avec efficacité
aux actions d'enrôlement. Ce que le président m'a confié en tant que coordonnateur principal, que je suis en train de mener à Makori avec mes coordonnateurs adjoints, notre vision, c'est d'enrôler 5000 femmes. La révision de la liste électorale prend fin le 10 novembre prochain. Les partis politiques poursuivent donc la mobilisation des populations à participer à l'opération. Autre chose à présent, une délégation de l'agence coréenne KOICA était récemment dans notre pays à son agenda, un programme d'appui aux réformes institutionnelles en vue d'acter le projet de modernisation et de transformation de l'administration publique de Côte d'Ivoire. Retour sur le temps fort de cette visite en terre ivoirienne avec ce reportage de Grace Kando. L'étude de faisabilité détaillée du projet d'appui à la modernisation et à la transformation de l'administration publique ivoirienne, conduite par la mission de l'Agence coréenne de coopération internationale KOICA, livre les conclusions de sa mission au terme de 10 jours d'activité. Sur la base de notre enquête, nous allons définir différentes composantes du projet et la prochaine étape de notre projet sera de sélectionner l'entreprise de mise en œuvre. Dans le cadre de ce projet, nous aurons un programme de renforcement de capacité. La KOICA invitera des fonctionnaires ivoiriens en Corée et aussi nous aurons des experts coréens ici en Côte d'Ivoire pour partager la connaissance, l'expérience de la Corée avec les fonctionnaires ivoiriens. Le projet porte sur deux composantes. Dans la première composante porte sur la digitalisation de l'École nationale d'administration. Ce volet-là consistera à mettre en place des systèmes de e-learning qui va s'accompagner de rénovation de bâtiments, d'équipements. En plus de l'École nationale d'administration, une attention va être portée au renforcement du système d'information du ministère d'État, ministère de la fonction publique et de la modernisation de l'administration. Il s'agira d'accompagner le processus de modernisation des antennes du ministère et dans ce cadre-là, des salles multimédia seront installées dans un certain nombre d'antennes, 4 à l'intérieur du pays, mais également au niveau du centre de perfectionnement des fonctionnaires et agents de l'État. La mise en œuvre de ces différents projets va coûter plus de 6 milliards de francs CFA et la phase de réalisation démarre en début d'année 2025. Nous sommes déjà depuis un peu plus d'1 an en train d'y travailler et au terme de ce projet, nous serons au top et nous serons à la pointe en matière d'infrastructures de dernière génération. C'est une ambition voulue par le président de la République qui prend corps aujourd'hui avec ce projet. Je voudrais m'en féliciter. Avec le soutien de la Corée du Sud, la Côte d'Ivoire fera un grand bond en avant quant à la modernisation, à la performance et à l'efficacité de son administration publique. Ce projet d'appui à la modernisation et à la transformation de l'administration publique couvre la période 2025-2028. On parle maintenant de défense avec l'état-major général des armées de Côte d'Ivoire qui vient de produire un communiqué relatif à la présélection des candidats pour le métier de l'armée de l'air. Un document lu par Abou Sanogo que je vous propose d'écouter attentivement. Le ministre d'État, ministre de la Défense, porte à la connaissance de la population qu'il est organisé une présélection de candidats potentiels pour des formations spécifiques dans les métiers de l'armée de l'air. Ces tests qui auront lieu du 25 novembre au 12 décembre 2024 dans les villes d'Abidjan, de Yamoussoukro et de Bouaké sont ouverts aux jeunes filles et garçons de nationalité ivoirienne remplissant l'une des conditions suivantes: être titulaire d'un baccalauréat scientifique C, D, E, F et être âgé de 21 ans maximum, être titulaire d'un bac plus 3, baccalauréat scientifique C, D, E, F et être âgé de 23 ans maximum. Pour les informations complémentaires, les intéressés sont priés de se rendre dès ce mardi 5 novembre 2024 sur les sites suivants: Abidjan, base aérienne d'Abidjan; Yamoussoukro, groupement 2 de la garde républicaine; Bouaké, base aérienne de Bouaké. Longtemps classé comme un métier réservé aux femmes, le make-up artiste est de plus en plus exploré par les hommes. Munis d'un pinceau et de quelques accessoires, ils parviennent, et parfois mieux que les femmes, à donner un coup de glamour à leurs clientes, le tout à la grande satisfaction de celles-ci. Ulitano et Christian sont deux artistes qui ont accepté de parler de leur métier. Ils répondent aux questions de Naomi Mokla et Khalil Yomondé. Il a la réputation de sublimer les visages des célébrités à l'aide de ses pinceaux. Anciennement ingénieur comptable, Willy Tano a choisi en 2010
de se consacrer au make-up, sa passion. C'est vrai que la comptabilité nourrit son homme et c'est une formation que j'ai vraiment aimée. J'ai travaillé pendant 3 ans en société et honnêtement, j'étais pas vraiment à ma place. Je me sentais appelé à faire autre chose. Il n'y a pas de photo quoi. Entre comptabilité et puis maquillage, il n'y a vraiment pas de photo quoi. Et je me sens tellement bien là-dedans, je suis épanoui. Tracé de sourcils et de lèvres, application de fond de teint, des gestes qui peuvent paraître simples, mais à la réalité, calculés au millimètre près. Et comme toujours, Willy s'y adonne avec munitie et amour. Une trentaine de minutes plus tard, la magie s'opère. L'artiste José contemple sa nouvelle facette, tout sourire. Willy, c'est un artiste, c'est pas un simple maquilleur. La manière dont Dieu se concentre et puis il façonne une personne, c'est de cette même manière-là que Willy façonne les visages en fait. Des visages connus comme celui de José, Willy en a fait rayonner une pléthore. Entre autres, l'ex-première dame du Libéria, Marie Duncan Weah, la chanteuse congolaise Dena Moana et la chanteuse mandingue Oumou Sangaré. Sur les réseaux sociaux, Willy comptabilise plus de 100 000 abonnés. À vrai dire, c'est quelque chose qui m'a fait réaliser à quel point les gens aimaient mon travail. J'ai le souci du détail et du travail bien fait. Mes finitions sont surtout naturelles et en général, les femmes en Côte d'Ivoire, elles aiment tout ce qui est naturel en matière de maquillage. Voilà, raison pour laquelle on appelle le maquillage star. Au départ réticent, le père de Willy est aujourd'hui fier de son parcours. Il n'y a pas de métier qui est attribué aux hommes et aux femmes. Je ne l'ai pas mis à l'école de l'art, mais il a fait plus que de l'art. Donc, je dis Dieu merci, l'essentiel c'est qu'il se porte bien et que ça marche pour lui. Ils sont de plus en plus nombreux, ces hommes qui franchissent le pas dans le domaine du maquillage, autrefois réservé à la gente féminine. Dans ce salon de beauté à Yopougon Anador, nous retrouvons Christian Zahui, surnommé Zaza, maquilleur professionnel. Contraint de stopper ses études de droit, Zaza s'est reconverti dans ce métier. J'ai fait le droit jusqu'en 2e année et puis après, voilà, par manque de moyens, j'ai dû abandonner pour apprendre un métier. C'est vraiment pas facile en tant qu'un homme d'exercer ce métier-là, hein, parce que voilà, il y a tellement de préjugés. Je me suis donné à fond et le seul conseil que je peux donner à ces personnes qui sont passionnées de se donner à fond, d'aller jusqu'au bout. Depuis 5 ans, Zaza fait son bonhomme de chemin dans le secteur. Son savoir-faire séduit de nombreuses personnes. Ça fait la 4e fois que je viens me faire maquiller par lui. Et sans vous mentir, j'ai été à chaque fois satisfait. Je respecte toujours les teintes de mes clientes, surtout les teintes noires. Donc grâce à ça, voilà, je me démarque des autres maquilleurs. Ma famille est fière de moi. J'arrive à gérer toutes mes dépenses et là, ça fait de moi un homme très très indépendant. À 27 ans, Zaza dirige une équipe de 8 personnes. Déterminé à se positionner comme une référence dans le domaine, il suit des cours de maquillage en spécialité cinéma à l'INSAC. Vous en avez déjà aperçu dans les rues et dans certains quartiers d'Abidjan, les tricycles, ces engins à 3 roues, jadis perçus comme une solution de transport rapide dans les quartiers populaires, sont aujourd'hui au cœur d'un débat brûlant. L'incivisme de ces nouveaux conducteurs soulève des inquiétudes quant à la sécurité publique, des accidents fréquents, au conflit avec les riverains en passant par la conduite dangereuse. Les usagers ne décolèrent pas, mieux certains appellent à un meilleur encadrement de l'activité. Un focus de Sarah Timéné et Khalid Dumandé. Dans le quartier des Oliviers, à Cocody de Plateau, ces engins à 3 roues, appelés communément ici mototaxi, sont devenus l'un des moyens de transport les plus utilisés. Ce, pour leurs tarifs relativement bas, mais aussi parce qu'ils parviennent à combler l'absence de véhicules de transport en commun dans cette zone. C'est moins cher. Moins cher, d'accord. 100 francs à 200. Ça nous rend un grand service. Quand on emprunte, on est toujours à l'heure à l'école, ça va. Même s'ils facilitent la mobilité des résidents, ces tricycles font l'objet de nombreuses critiques. Ces chauffeurs-là roulent très mal. À maintes reprises, je leur fais ces reproches-là. Bon, ils sont un peu arrogants. Je ne sais pas sur quoi ils comptent. Au Carrefour, ici même, il y a eu un accident qui s'est passé, une femme avec son bébé. En tout cas, ils font beaucoup d'accidents aussi. Plus loin, dans la commune d'Abobo, l'attitude des conducteurs de mototaxi est aussi mise en cause.
Les 3 roues là, vraiment, c'est vraiment un casse-tête pour nous. Et à chaque fois, ce sont des enfants qui sont sur des 3 roues qui n'ont même pas le permis. Et vraiment, à chaque fois, quand on se plaint, à cas d'un accident, ils prennent la fuite. Chaque fois, accident. Il y a eu un accident sur la route. La vieille voulait traverser la route. Nous venons à la prière vendredi. Elle a été écoutée et elle est décédée. Pour limiter les excès de vitesse et prévenir les cas d'accident, Aziz, commerçant au quartier Banco Mobile, a dressé des dodanes de fortune par endroit. Notre enfant est dans la cour et court en passant. 3 roues là aussi, on repart doucement. Ça là, on a pris pour les faire ralentir. Face aux nombreux reproches, les concernés se prononcent. Il y a des jeunes qui sont très excités, qui roulent très mal. Et il y a des doyens comme nous, voilà, nous roulons très bien. L'heure de pointe là, tu es obligé de faire vite. Les gens ont tendance à dire non, on roule mal, sinon on roule pas mal. Le permis, on a besoin de ça même. Même nous, on n'arrive pas à s'en sortir. Donc, on a besoin d'aide pour faire permis pour pouvoir acheter dans ça aussi. Au regard de l'utilité de ces engins, certains usagers appellent les autorités compétentes à plutôt prendre des mesures pour une meilleure organisation de l'activité. Je souhaite qu'on mette de l'ordre, quoi. C'est des jeunes aussi qui se débrouillent, c'est normal. Et c'est mieux que le vagabondage. Si l'État pouvait mettre sa main dedans pour les aider à avoir des permis, pour qu'ils puissent rouler dans les normes, si on peut les former, voilà, pour ne pas qu'il y ait des dégâts. En mai 2024, une opération spéciale de lutte contre la prolifération des engins à 3 roues a été lancée dans le district d'Abidjan. Objectif, démanteler les gares anarchiques de mototaxis et y mettre un terme. Direction Paris, avant de refermer ce journal, la Côte d'Ivoire a été chaleureusement félicitée pour la qualité de son cacao. Des félicitations pour son engagement avant le tombé de rideau. Plusieurs sociétés coopératives et des jeunes artisans chocolatiers ont participé au salon de retour de Paris. Le compte-rendu de Delphine Blas et Zakaria Traoré. Les portes de Versailles se referment après 5 jours de rendez-vous gourmands. C'était l'événement phare de l'automne à Paris. Je trouve ça intéressant en fait que nous explique des choses sur le cacao. Très créatif pour les enfants. 2 petits garçons là et ils adorent pâtisser. Le salon du chocolat accueillant des passionnés de chocolat venus des 4 coins du monde pour célébrer l'industrie du chocolat. Pour le Conseil Café Cacao, c'est le temps du bilan. Un bilan très satisfaisant. Le défi, c'est de multiplier les artisans chocolatiers, qu'il y ait de plus en plus d'artisans chocolatiers, transformateurs de cacao, de torréfacteurs en Côte d'Ivoire. Le directeur général du Conseil du Café Cacao, M. Koné Brahima Yves, a tenu à construire le premier centre de formation au métier de la chocolaterie en Côte d'Ivoire. On a de grandes espérances par rapport à ce centre, que justement, il aidera à développer les métiers de la chocolaterie pour les jeunes Ivoiriens. Ils ont un produit extraordinaire en Côte d'Ivoire qui reste dans leur pays et qui nous aide à développer les métiers de la chocolaterie. Le Conseil du Café Cacao a initié depuis 2019 des sessions de formation au métier de la transformation du cacao et du café. La transformation des 2 filières reste donc un enjeu de taille. C'est un salon international. Oui, encourager les jeunes à s'orienter vers cette filière-là, à faire des formations, à être des artisans chocolatiers. Du 30 octobre au 3 novembre, chocolatiers, pâtissiers, confiseurs, producteurs de cacao, grandes marques. En somme, les acteurs du secteur du chocolat et du cacao ont fait de bonnes affaires. Il y a une affluence. Nous vendons bien nos produits, le chocolat au sésame. J'appréhendais au début de proposer mes produits qui sont infusés au thé, café, au gingembre, fruits de la passion, mangue. Et tout s'est super bien passé. Je remercie aussi le Conseil Café Cacao qui m'a permis d'être ici. Là, on n'a presque plus rien et ça a été une très bonne expérience pour nous. Nous sommes venus exposer pour une première fois et l'exposition pendant 5 jours s'est vraiment très bien passée. Nous sommes très heureux et ça nous donne du courage pour pouvoir faire encore davantage. Défilé et parade ivoirienne. Le rideau tombe sur le salon du chocolat de Paris. C'est un monde émerveillé par la créativité des artisans qui quittent le salon en se donnant rendez-vous pour la 30e édition en 2025.
Et on termine ce journal avec le Burkina Faso où plusieurs officiers des forces armées, dont l'ancien président de la transition, Paul-Henri Sandaogo Damiba, ont été radiés par l'actuel dirigeant du pays. Le capitaine Ibrahim Traoré a signé une série de décrets le 30 octobre dernier qui stipulent leur limogeage. Il est reproché à ces officiers une faute jugée particulièrement grave, l'atteinte à la dignité militaire caractérisée par une intention de porter les armes contre l'État et de nuire à la défense nationale. On s'arrête ici dans l'espoir de nous retrouver demain. Agréable soirée à tous sur RTI 1. Bonsoir.